Crimes passionnels, disparitions inquiétantes ou machinations diaboliques, percer les secrets des faits divers les plus marquants et plonger au cœur des affaires les plus étonnantes de l'histoire judiciaire. La découverte de la vérité ne tient parfois qu'à un fil. Bienvenue dans Chroniques criminelles. Dans cet épisode, l'affaire Lionel Fleury. Il est 22h30 ce 23 septembre 2011 lorsque Lionel Fleury quitte son domicile. Sa femme, Muriel, a besoin d'aide car elle est en panne sur une petite route de campagne. Une fois sur place, il est sauvagement agressé par un inconnu. Et la police découvre que ce n'est pas la première fois qu'on essaie de le supprimer. Alors qui en veut autant à ce bon père de famille ? Au fur et à mesure que l'enquête avance, les masques tombent. Et lorsque l'horrible vérité éclate, tout le monde est sous le choc. L'affaire Lionel Fleury, une histoire diabolique dans ce nouveau podcast de Chroniques criminelles. Fin septembre 2011, en Bretagne. Nous sommes à la Gacilly, une petite commune de 4000 habitants, pleine de charme, où l'été se termine en douceur. C'est ici qu'habite la famille Fleury depuis maintenant 8 ans. Le père, Lionel, 43 ans, est un jeune cadre dynamique, responsable commercial dans une chaîne de restaurants à thème. Une situation plutôt confortable. Sa femme, Muriel, s'occupe à la maison de leurs 7 enfants. Dans la grande bâtisse familiale, la vie s'écoule sereinement. Leur couple va très très bien. Alizé Le Clavier, fille de Muriel Couret. Ils sont un couple très amoureux et très heureux. C'est une famille unie. Serge Leluyer, chroniqueur judiciaire à Ouest France. Il a les meilleurs rapports du monde avec sa femme. Mais cette belle harmonie va subitement se briser. Nous sommes le 23 septembre 2011, il est 21h passées. Lionel rentre du travail et il constate que sa femme Muriel n'est pas à la maison. À 22h, il commence à s'inquiéter et effectivement, il s'est passé quelque chose d'anormal. Il est 22h30 lorsque Lionel Fleury Philippe Billot, avocat d'Alizé Le Clavier. va recevoir un appel téléphonique de son épouse qui se trouve dans une situation délicate. En effet, cette dernière a crevé un pneu, elle ne sait pas comment réparer. Alors, Lionel part dépanner sa femme. Mais rien ne va se passer comme prévu. D'abord, parce qu'il se retrouve sur une petite route complètement isolée. Sur place, il retrouve Muriel, bien embêtée. Le pneu avant gauche est complètement à plat et il faut le changer. Mais il y en a pour 10 minutes maximum. Alors qu'il démonte la roue, Lionel ne voit pas un homme sortir de la pénombre et se précipiter sur lui. Et là, à ce moment-là, il y a un type sorti de nulle part, qui arrive, qui l'agresse, qui lui donne d'abord un coup sur la tête et lui assène des coups de couteau. 7 coups de couteau à la tête, à la gorge, au foie, dans des parties vitales. Devant la violence de l'agression, Muriel s'écarte, horrifiée, comme tétanisée. Ça l'effraie, c'est de la panique. Éric Lemonnier, avocat de Muriel Couret. Elle voit ce qui arrive à Monsieur Fleury qui est en sang et qui est agressé, et elle hurle. Les coups sont si violents et surtout si précis que Lionel se rend compte qu'on cherche à le tuer. Mais alors qu'il est grièvement blessé, il va trouver la force de riposter, ce qui va surprendre son agresseur. Il lui tient tête et Stéphane Cantero, substitut général. son agresseur, au bout d'un moment, va renoncer et prendre la fuite. Lionel reste conscient, mais il s'effondre dans une mare de sang. Muriel, quant à elle, est en pleine crise de panique. Elle aura le réflexe de prendre un portable et de tenter d'appeler les secours.
elle n'arrive pas à parler. Géraldine Pitel, avocate de la partie civile. Elle pleure, elle crie, elle n'arrive pas à discuter avec les pompiers. Donc Lionel va prendre le téléphone et il indique le lieu où il se trouve aux pompiers. Sur place, une scène d'horreur attend les secours. Lionel qui baigne dans son sang et Muriel en pleine crise d'hystérie. Les pompiers découvrent une femme complètement paniquée, bien plus atteinte presque que son mari qui perd son sang et qui va devoir être emmené aux urgences puisque son pronostic vital pouvait être rapidement engagé. Muriel pense alors à ses enfants, seuls à la maison. Il faut les prévenir. Elle appelle l'aînée, Alizée, qui était de sortie. Ma mère m'a appelée pour me demander de rentrer chez moi, qu'il y avait eu un accident. Donc je suis arrivée à la maison, la porte d'entrée était grande ouverte, toutes les lumières étaient allumées. J'étais très effrayée, je pense que je me suis fait tous les scénarios en tête qui pouvaient leur arriver. On m'a juste dit qu'il ne fallait pas que je m'inquiète, que mon père était bien pris en charge et qu'on m'expliquerait plus tard. Pendant ce temps, Lionel est transporté, toute sirène hurlante, à l'hôpital de Rennes, à 68 km de là. Il est entre la vie et la mort. Son père, Jean-Pierre, arrive au même moment. Muriel tombe dans ses bras. Quand elle me voit arriver, elle se met à trembler de tous ses membres. Jean-Pierre Floury, père de Lionel. Donc je lui dis, Muriel, il faut calme-toi, n'importe comment. Toi, tu es vivante, tu aurais pu être violée, tu aurais pu être tuée. Lionel est vivant, et donc je pense que déjà, c'est déjà pas mal, je dis. Hein. Je me souviens être rentrée dans la pièce, passer quelques minutes et sortir en pleurant parce que je ne pouvais pas affronter ça. On rentre en réanimation, le médecin ne nous avait pas prévenu du tout de son état. On voit un homme complètement défiguré, balafré de partout. Avec des pommettes rouges, jaunes, des points de suture et ayant du mal à s'exprimer, me disant « Papa, je ne sais pas ce qui est arrivé ». Ce qui frappe la famille comme les enquêteurs, c'est la violence de l'attaque. L'agresseur s'est acharné. 7 coups de couteau au visage, des entailles profondes au cou, mais aussi aux poumons, au foie. Comme si son objectif était bien de tuer Lionel. C'est le premier indice sur lequel vont travailler les gendarmes. La scène du crime était figée auprès d'un petit bois, dans la nuit. Peu de voitures circulaient. Philippe Billot, avocat d'Alizée Le Clavier. Il n'y a pas d'éléments matériels permettant aux enquêteurs d'aller vers une piste. Au début, je pense que ça peut être un agresseur, comme tout le monde peut se faire agresser à l'heure actuelle, dans la rue ou à la campagne ou un marginal. Et ma première pensée a été celle-là, quoi. Pour avancer, les gendarmes ont besoin d'une description précise du criminel. Mais Lionel et sa femme ne se souviennent de rien. Monsieur Floury, il n'a rien à dire presque sur l'identité de son agresseur. Il décrit une ombre, une capuche. À cette heure-là, il fait nuit. Les lieux ne sont éclairés que par les phares de son véhicule qui éclairent au niveau de la roue, mais c'est tout. Une agression bien mystérieuse. Rien n'a été volé, ni la voiture, ni l'argent qu'avait le couple sur lui. Qui peut donc en vouloir à ce point à ce père de famille si tranquille ? Muriel, sa femme, n'en revient pas. Elle est bouleversée et puis elle est très étonnée de tout ce qui vient de se passer. Elle dit « je ne comprends pas, il n'y a pas une personne en particulier qui nous en veut ». Quand les gendarmes après lui demandent est-ce que quelqu'un peut lui en vouloir, Serge Leluyer, chroniqueur judiciaire à Ouest France. lui il vit tranquillement, n'a pas d'ennemis, n'a pas de rivalité professionnelle. Il ne vit pas dans un monde où on règle ses différends en coups de couteau. Monsieur Floury il n'a aucun conflit avec ni des amis, ni sa famille, ni dans son travail, tout se passe bien. Il n'a vraiment aucune raison.
Pour s'assurer qu'il n'y a aucun lien entre l'agresseur et les Fleury, les gendarmes décident de questionner toute la famille. Je suis interrogée donc en début d'après-midi, moins de 24 heures après l'agression de mon père. Alizée Leclavier, fille de Muriel Courret. Les gendarmes me demandent ce que faisait ma mère à cet endroit. En effet, les gendarmes s'interrogent sur la présence de cette mère de famille en pleine nuit sur une petite route isolée. Mais Muriel affirme qu'elle repérait un itinéraire pour accompagner Alizée le jour suivant. Muriel Courret dit qu'elle vient en repérage puisque le lendemain, elle devait conduire et chercher sa fille et les amis de sa fille dans une boîte de nuit à proximité. Stéphane Cantero, substitut général. Et donc elle venait en repérage pour faciliter le transport le lendemain. Elle précisera, ma voiture a fait du bruit. Et à un moment donné, je me suis aperçu qu'un pneu peut-être était crevé. J'ai garé ma voiture, paniqué de cet arrêt qui n'était pas prévu. Pour les gendarmes, la famille ne semble pas en cause. Elle apparaît très unie et même encore plus soudée après cette agression. Alors que Lionel Fleury est dans un état dramatique, inquiétant, il dira « Comment va ma femme ?» Il s'inquiétera beaucoup plus de savoir si elle n'a pas été, elle aussi, agressée ou atteinte par un coup de couteau. Mais cette façade d'une famille sans histoire, sans ennemis et sans conflit, va très vite voler en éclats. Quelques jours après l'agression, les gendarmes retournent à l'hôpital pour interroger Lionel. Sa vie n'est plus en danger et il a retrouvé ses esprits. Alors ils vont lui demander de remonter dans le temps à la recherche du moindre événement anormal qui se serait produit depuis 1 an. Lionel ne se souvient de rien, à part peut-être d'une histoire qui lui avait paru insignifiante à l'époque. Lionel Fleury a indiqué aux enquêteurs que les véhicules lui appartenant avaient fait l'objet de sabotages relativement étranges. Nous sommes en novembre 2010, 10 mois avant l'agression. Lionel se rend à son garage car un voyant de frein s'est allumé sur le tableau de bord de sa voiture. Le mécanicien est un peu intrigué par ce qu'il découvre. Les freins de sa voiture ont été trafiqués de manière à ce qu'il puisse plus s'arrêter et avoir un accident grave, pouvant amener à son décès. Voilà. Les freins trafiqués ? Sur le moment, Lionel n'y croit pas trop. Seulement voilà, l'affaire se reproduira plusieurs fois en 10 mois. Cela commence à faire beaucoup de coïncidences. Le câble de la voiture de fonction de M. Fleury a été sectionné à 3 reprises. Ça, c'est le garagiste lui-même qui le dit. Il a trouvé étrange que ce ne soit pas de l'usure ou des dysfonctionnements, que ce soit sectionné. Ça peut être imputable à n'importe qui. Éric Lemonnier, avocat de Muriel Courret. Imaginez, ça peut être des petits gamins voyous du quartier qui font ça. Et au final, Lionel, qui est d'un naturel insouciant, ne s'en préoccupera pas plus que cela. Mais aujourd'hui, après l'agression qu'il vient de subir, cette histoire de voiture sabotée est très intrigante pour les gendarmes. Ils commencent à penser qu'on lui en veut. La vie de Lionel ne serait peut-être pas aussi lisse qu'il veut bien le dire. N'aurait-il pas des choses à cacher, des ennemis inavouables ? Ils insistent, se font pressants, et après une demi-journée, Lionel craque. Il va avouer aux enquêteurs qu'il a eu une aventure adultère avec une Nathalie. L'époux modèle a trompé Muriel pendant quelques semaines. Lionel était très amoureux de Nathalie, une belle jeune femme, très affectueuse, et surtout,
elle pouvait lui apporter ce que son épouse n'était plus en mesure de lui donner. Car les gendarmes ne sont pas au bout de leur surprise. Ils découvrent en effet que la vie du couple n'était pas très harmonieuse et que Muriel ne pouvait plus avoir de relations sexuelles. Cette dernière dira qu'elle a un problème des ovaires. Lionel Fleury s'était aperçu que les relations sexuelles avec son épouse étaient malheureusement aplanies. Il n'y avait plus la cohabitation nécessaire entre couples. Ça ne va pas durer. Pour les gendarmes, ce problème de couple et surtout la piste de l'adultère relance toute l'enquête. Ils creusent cette liaison extra-conjugale et ils s'intéressent au mari trompé. Ils veulent savoir s'il était au courant que sa femme entretenait cette relation amoureuse. Le mari l'a appris, était très en colère. Peut-être aurait-il pu commettre cette agression. Les gendarmes vont donc convoquer ce mari Philippe Billot, avocat d'Alizé Le Clavier. dont l'épouse n'a pas toujours été, me semble-t-il, d'une grande fidélité. L'homme se rend à la gendarmerie. Les enquêteurs ont enfin une piste sérieuse avec un mobile qui tient la route, la vengeance d'un mari trompé. L'interrogatoire est serré, le suspect affirme ne pas être un homme violent, et pour lui, l'incident est clos. Il aurait même déjà pardonné à sa femme. Mais surtout, il dispose d'un alibi en béton armé. Il n'est pas embarrassé parce qu'il dira « Ah, je me souviens parfaitement, aux alentours de 22h, 23h, le 23 septembre, je me trouvais à l'hôpital. J'accompagnais mon épouse qui subissait une intervention chirurgicale. » Les gendarmes vont très vite voir qu'ils font fausse route. Serge Leluyer, chroniqueur judiciaire à Ouest France. Donc l'hypothèse est très très vite balayée. Retour à la case départ. Les gendarmes n'ont plus de suspects en vue. En revanche, ils sont maintenant persuadés qu'on en veut à Lionel. Et ils se demandent si cette famille, en apparence si paisible, ne serait pas habitée par d'autres secrets qui pourraient éclairer l'agression. Un avis partagé à la Gacilly par un personnage haut en couleur et qui va mener sa propre enquête. Jean-Pierre Fleury, le père de Lionel. Un vrai breton, un fort en gueule, un personnage très méticuleux et surtout très suspicieux. Tout le monde peut se faire agresser à l'heure actuelle dans la rue. Jean-Pierre Fleury, père de Lionel. Mais quand j'ai vu la tête de mon fils, je dis ça c'est autre chose, quoi, parce que on donne pas des coups de couteau aux endroits pratiquement vitaux. J'étais en colère à l'intérieur et j'ai dit comment je trouverais la personne qui a fait ça. C'était mon objectif. Jean-Pierre est persuadé qu'il se passe de drôles de choses dans la maison familiale de son fils, des choses dont on veut le tenir à l'écart. Tout commence 3 semaines après l'agression. Ce jour-là, Lionel peut enfin quitter l'hôpital et retrouver la sécurité de son foyer à la Gacilly. Mon père rentre à la maison, il essaye d'être fort. Il va retrouver son foyer conjugal où il cherche du réconfort. Ma mère est aux petits soins pour lui, elle essaye d'être présente au maximum. Il se dit qu'elle est complètement choquée et donc il passe beaucoup de temps à ses côtés et il est totalement amoureux d'elle. Mais l'atmosphère dans le foyer n'est plus la même. Un changement causé par l'omniprésence d'un nouveau personnage, un certain Patrice Pluhaut, un joyeux compagnon qui a tendance à s'incruster depuis le drame. Patrice Pluhaut était un peu l'homme à tout faire du village. Philippe Billot, avocat d'Alizé Le Clavier. C'est un homme qui sait tout, qui a tout vu et qui a une vie dans les bars et les bistrots. Régulièrement, il est là de plus en plus à la maison, il est présent. Et l'arrivée de Patrice n'est pas sans conséquences.
elle se fait au détriment de Jean-Pierre, le grand-père râleur, que Muriel trouve subitement un peu trop envahissant. Avec Kevin, mon fils, on passait tous les jours voir les petits-enfants. Et donc, elle m'a dit un jour, j'aimerais bien, Jean-Pierre, que vous ne passiez pas tous les jours, parce qu'en plus, ça se traumatisait les enfants. Jean-Pierre est donc mis sur la touche. Il ne peut plus venir à la Gacilly. Et il le vit très mal. Il prend Muriel en grippe. Les choses s'enveniment. On ne lui répond même plus au téléphone quand il appelle la maison. Alors un beau matin, il n'en peut plus. Un jour, j'arrive sans prévenir. Les volets étaient fermés. Je téléphone à mon fils ne répondait pas. J'appelle ma belle-fille, elle répond. Et là, elle m'a dit, je suis à la Gacilly, j'arrive tout de suite. Elle arrive d'une façon assez rapide avec sa voiture. Et là, Jean-Pierre n'en démord pas. Il veut rentrer dans la maison et voir son fils, car il l'a appelé plusieurs fois au téléphone et il n'a jamais répondu. Un silence qui l'inquiète. Jean-Pierre a un mauvais pressentiment. Et il n'a pas tort. Elle va le chercher et mon fils descend les escaliers. On aurait dit un zombie, quoi. C'est une loque, il tient plus debout. Cet état, eh bien, au départ, tout le monde pense Stéphane Cantero, substitut général. lié à l'agression, les contre-coups de l'agression, une espèce de contre-coup psychologique et physique. Vraiment, je rentre, j'étais vraiment effaré. Donc il me donne l'impression d'être peut-être drogué ou sous l'emprise de médicaments ou peut-être qu'on lui a donné des calmants suite à son agression. Et là, il me dit non, papa, je ne prends aucun médicament. Je comprends pas ce qui se passe. Alizé Le Clavier, fille de Muriel Courret. Ça colle pas du tout avec le caractère de mon père. Il a toujours été un battant. On ne reconnaît plus le monsieur Fleury, le Lionel Fleury, qui est dynamique, qui a du caractère. C'est très très dur de prendre sur soi et de regarder son père en fait se laisser mourir totalement et ne rien faire. Lionel Fleury n'est plus que l'ombre de lui-même. Mais pour son père, Jean-Pierre, cela n'a rien à voir avec les contre-coups de l'agression. Quelqu'un continue de vouloir sa perte. Bon, c'est vrai qu'on avait toujours un peu l'impression qu'il se passait quelque chose derrière qu'on ne savait pas quoi. Et un nouveau drame va conforter ses suspicions. 2 mois après l'agression, Lionel Fleury met fin à sa convalescence. Il veut retourner travailler à son bureau à Paris. Et il devait reprendre son travail parce qu'il ne voulait pas perdre sa situation. Mais pour moi, il n'était pas encore apte à reprendre son travail. Lionel Fleury reprend son travail donc fin décembre, quand soudainement... Serge Leluyer, chroniqueur judiciaire à Ouest France. Il va avoir un accident de voiture parce qu'il va s'endormir au volant. Il m'appelle l'autoroute et il me dit je suis sur une aire et je viens de me prendre la rambarde de sécurité. Jean-Pierre Fleury, père de Lionel. Je me suis endormi. Bah, tu sais, papa, j'ai l'impression d'être bourré. Hein. Il savait pas pourquoi il était comme ça. Pour Jean-Pierre, c'est l'accident de trop. Selon lui, il s'inscrit cet accident dans la foulée du sabotage de la voiture, mais aussi de l'agression au couteau et enfin de la convalescence qui semble avoir plus affaibli son fils que l'avoir rétabli. Je pense qu'on voulait le tuer une autre fois, quoi. Et je me dis, alors, on a voulu le tuer lorsqu'il est parti à Paris, on a voulu le tuer lorsque tous les pneus ont été crevés devant chez lui. Il y avait une succession, en fait, de tentatives de meurtre.
Les gendarmes se disent qu'il y a quelque chose d'anormal et dans la famille, pas à l'extérieur ni à l'hôpital. Jean-Pierre, lui aussi, est persuadé que Lionel n'est pas en sécurité chez lui. Alors il veut l'éloigner de son foyer conjugal pour le placer en hôpital psychiatrique. Et il ne laisse pas le choix à Muriel. Quand vous avez votre mari qui est à quatre pattes pour aller aux toilettes, qui s'urine dessus, qui mange avec ses mains, et bouge pas, quoi. Donc je me dis, mais il va crever, quoi. Je me dis moi-même, il va crever. Je lui dis, Muriel, il faut faire hospitaliser ton mari. Ça ne va pas, il va crever. C'est un soulagement de savoir qu'il va être dans une institution. Et en même temps, c'est très dur de se dire que son père est en psychiatrie. Lionel Fleury, interné en hôpital psychiatrique comme malade mental, qui aurait cru ça du jeune cadre dynamique à qui jusqu'ici tout réussissait? Il connaît une descente aux enfers que rien ne semble pouvoir arrêter. Pourtant, c'est à l'hôpital qu'un coup de théâtre va relancer tout le dossier. Dès son arrivée, Lionel vit très mal son internement. Son foyer lui manque, il veut voir sa femme Muriel et surtout ses enfants. Je vois pas mon père pendant cet internement. Nous, les enfants, on comprend pas du tout ce qui se passe. Notre père est interné. Et résultat, je refais une dépression à peu près à ce moment-là. La famille est au bord de l'explosion. Alors, de leur côté, les médecins mettent les bouchées doubles. Ils veulent savoir pourquoi Lionel, dans la force de l'âge, se trouve en si piteux état. Ils dressent un bilan de santé extrêmement rigoureux, entretien avec des psychiatres, scanner du cerveau et bien sûr, des prises de sang. Et là, surprise, ils retrouvent dans son organisme des substances chimiques qui n'ont strictement rien à y faire. On s'aperçoit qu'il a des benzodiazépines avec des taux incompatibles avec des taux normaux de traitement. Le procureur est effaré. La benzodiazépine est un puissant somnifère délivré uniquement sur ordonnance. Or, aucun médecin n'avait prescrit un tel médicament et surtout en de telles quantités. Une première analyse est faite. Stéphane Cantero, substitut général. On constate un taux correspondant à 9 fois le taux normal. 9 fois. 9 fois une prescription normale. De quoi assommer un éléphant. Bref, on aurait voulu que Lionel Fleury ait un accident de voiture, qu'on ne s'y serait pas pris autrement. Les soupçons de Jean-Pierre se renforcent jour après jour. Et son inquiétude grandit lorsqu'il apprend que Lionel veut quitter l'hôpital et retourner chez lui. Il me dit, je veux être près de ma femme et je veux être près de mes enfants. Ça, c'était son obsession, être près de sa femme et de ses enfants. Mais Jean-Pierre redoute un nouveau drame. Alors c'est très inquiet qu'il le voit repartir à la Gacilly pour un week-end. Pourtant, tout se passe bien. La famille est heureuse de se retrouver et Lionel témoigne à nouveau toute son affection à sa femme. Il cherche totalement à la réconforter, à être présent pour elle et il n'en parle pas forcément de l'agression. Il nous en dit le minimum possible. Le week-end semble avoir été réconfortant. Mais cette impression est trompeuse, car lundi matin, quand Lionel retourne à l'hôpital, les médecins n'en croient pas leurs yeux. C'est un homme à nouveau dévasté qu'ils accueillent. Immédiatement, ils lui refont une batterie d'examens, et là, stupeur, les résultats sont bien pires qu'avant sa permission. La prise de sang montre un taux de benzodiazépine, qui est la molécule qu'il avait dans le sang depuis le début. Alizé Le Clavier, fille de Muriel Courret. Qui est 16 fois du taux normal. Quand il revient à l'hôpital, il a un taux encore supérieur. Là, on s'aperçoit que ça va être à nouveau augmenté. Donc c'est un taux très très important. Dans les 2 jours qui lui ont permis
de reprendre un peu de contact familial chez lui. Philippe Billot, avocat d'Alizé Le Clavier. Les substances étaient toujours injectées. Or, il n'était allé que chez lui. Lionel a été drogué. Il est à nouveau plongé dans une semi-torpeur, privé de toute volonté. Son père, Jean-Pierre, en est persuadé. On a cherché à empoisonner son fils, et pas n'importe où, chez lui, à la Gacilly, là où il aurait pourtant dû être en sécurité. Les soupçons se resserrent sur la famille. La Maison du Bonheur serait le lieu de tous les mystères, voire d'une conspiration. Ses membres vont être placés sous surveillance discrète. Le père de Lionel, plus suspicieux que jamais, a sa belle-fille dans le collimateur. Car c'est elle qui le tient à l'écart. C'est elle qui lui interdit l'accès de la maison familiale. Mais il n'a pas assez d'éléments compromettants pour en faire part à son fils. Et j'aurais peut-être dû m'en mêler à une certaine époque, mais je pense que je serais arrivé à une fâcherie avec Lionel. Jean-Pierre Fleury, père de Lionel. Et donc, c'est ce que je voulais pas. Alors, il se met à enquêter de son côté. Il recherche des témoignages, en vain, impossible de découvrir des éléments à charge contre Muriel. Mais il ne baisse pas les bras et il en parle au téléphone avec sa fille Vanessa, la sœur de Lionel. Elle est très présente sur les réseaux sociaux et elle va découvrir quelque chose de suspect. Aussitôt, elle appelle Jean-Pierre. Ma fille Vanessa me dit tu devrais regarder sur Facebook, Muriel parle avec un certain M. Puot. Et moi, je connaissais pas du tout Facebook, je m'intéressais pas du tout. Là, je reste interloqué, avec une belle photo. Et là, je découvre que, en fait, il y a quelque chose qui se passe entre Muriel Couret et Patrice Pluot. Les gendarmes découvrent rapidement que Muriel Couret a appelé Patrice Pluot. Pendant un mois, il y a plus de 6000 échanges téléphoniques, SMS, conversations et autres. Muriel Couret, elle se retrouve avec Patrice Pluot. Géraldine Pitel, avocate de la partie civile. Qui vient pratiquement vivre chez Lionel Fleury pendant que lui, il est hospitalisé. Régulièrement, ils vont faire des fêtes ensemble. L'enquête fait un bond. Les gendarmes découvrent cette fois que c'est Muriel qui trompe son mari avec Patrice Pluot, le bon camarade, celui qui venait égayer la maisonnée après le drame. Cette double vie de Muriel va attirer l'attention des enquêteurs. Est-ce qu'elle ne cacherait pas d'autres secrets inavouables? Et c'est à ce moment-là vraiment que ce trait de caractère de Muriel Couret et cet aspect de manipulatrice va être révélé en fait. Car cette liaison cachée dévoile aux gendarmes un autre mensonge. Muriel avait affirmé à son mari qu'elle avait un cancer des ovaires qui l'empêchait d'avoir toute relation sexuelle. Comme ils ont décidé de vérifier désormais toutes ces déclarations, les enquêteurs appellent l'hôpital et ils se font envoyer son dossier médical. Ce dernier n'indique aucune trace de traitement en cancérologie. En revanche, le dossier mentionne un suivi pour grossesse. Les gendarmes vont aussi apprendre que cette femme attend un enfant. Serge Leluyer, chroniqueur judiciaire à Ouest France. Et sûrement pas de Lionel, son mari, à qui elle se refuse depuis des mois, à cause d'un prétendu cancer qui n'a en fait en réalité jamais existé. Un faux cancer, une grossesse cachée, pour les enquêteurs, la duplicité de Muriel saute aux yeux. En toute discrétion, elle est en train de se construire une nouvelle vie avec son amant Patrice. Les gendarmes partent sur cette piste. Ils lancent une enquête de proximité et ils apprennent que Muriel sort beaucoup le soir. Elle adore faire la fête. Elle fréquente assidûment les bars et les boîtes de nuit. Bon, j'ai découvert par suite sur Facebook aussi qu'elle allait au dans les boîtes de nuit. Elle allait au Minkoff Café, à la Guinguette, elle allait encore à Pipriac dans une autre boîte. Donc
et on la voyait en photo. On le verra par la suite qu'elle avait organisé des soirées où on jouait au poker d'ailleurs. L'expression de slip poker, qui est une nouvelle expression, cette femme, alors que le père était souffrant, elle jouera avec plus haut et se déshabillera devant ses enfants. Le couple Muriel-Patrice s'est laissé aller dans une spirale infernale, un parcours inquiétant qui attire sur eux les soupçons des enquêteurs. D'autant qu'un troisième larron se joint à leurs folles équipées, le jeune Jean-Sébastien Thomas, 20 ans, un garçon influençable qui vit de petits boulots et qui tombe sous leur coupe. Ils passent des journées ensemble ou des soirées. Stéphane Cantero, substitut général. À jouer au billard et à consommer. Ils sont assez amis, assez proches. Je sais qu'il était tout jeune à l'époque, avec des problèmes liés à la consommation d'alcool. Alexandra Nokovic, avocate de Jean-Sébastien Thomas. Et puis qu'il était à ce moment-là plutôt isolé et sans contact vraiment très conséquent avec ses parents. Un personnage fragile dont les gendarmes découvrent qu'il fait lui aussi quasiment partie de la famille Fleury. Et on s'aperçoit aussi que le jeune Thomas est le petit ami d'Alizée, la fille de Muriel Couret. Patrice et Muriel, les deux amants, exerceraient même une influence nuisible sur le jeune Jean-Sébastien Thomas. C'est en tout cas ce que constate Alizée. Jean-Sébastien est changé. Alizée Le Clavier, fille de Muriel Couret. Il boit de plus en plus, il se renferme sur lui-même, on n'échange plus rien pratiquement. Il va beaucoup en soirée, il commence petit à petit à ne plus aller au travail. Pour les gendarmes, si le mode de vie du trio les intrigue, s'ils s'interrogent sur le comportement étonnant de Muriel, tout cela n'éclaire pas la mystérieuse agression de Lionel. Tout ce que ça peut vouloir dire, ça, c'est que le couple ne va pas bien. Éric Lemonnier, avocat de Muriel Couret. Elle sort, ce qu'elle faisait beaucoup moins avant. Elle a des amis dans les bars. Et puis, elle a une aventure. Il y en a un que cette vie dissolue révolte de plus en plus, c'est Jean-Pierre. Il veut en savoir plus sur la vie secrète de Muriel, les personnes qu'elle rencontre, les lieux qu'elle fréquente. Et là, il tombe sur un nouveau mensonge de Muriel, un mensonge crucial. Muriel avait affirmé en effet que, le soir de l'agression, elle était allée repérer la route pour accompagner sa fille en boîte de nuit. Une explication acceptée par tout le monde, mais Jean-Pierre va la mettre en pièces. Je découvre que Alizée avait été à la guinguette le 13-9. Jean-Pierre Fleury, père de Lionel. Et donc je me dis en moi-même, une jeune fille de 17 ans qui connaît où est la guinguette, sa mère n'a pas besoin d'aller reconnaître l'itinéraire. Et donc là je me suis dit, là il y a un loup. Et Jean-Pierre a vu juste. Non seulement Alizée connaissait cette boîte de nuit, mais sa mère Muriel aussi. Et il y a des preuves. Un élément déclencheur des soupçons qui vont être portés sur Muriel Couret, c'est les photos de la soirée qui se passe dans la discothèque, qui est son alibi en fait. La discothèque dans laquelle elle dit qu'elle fait un repérage le soir de l'agression. Géraldine Pitel, avocate de la partie civile. Les gendarmes vont se rendre compte qu'elle est déjà allée dans cette discothèque et que du coup elle n'avait pas de repérage à faire ce soir-là. Ça va plus, ça fonctionne plus en fait ce qu'elle a dit. Elle devait faire un repérage, or elle y était déjà allée. Pour les gendarmes, c'est clair, Muriel ment. Et ils commencent à envisager l'impensable. Ne serait-elle pas mêlée à cette agression qui reste pour eux une énigme ? Mais ils butent sur le mobile. Pour quel motif peut-elle souhaiter la mort de son mari ? Les enquêteurs continuent de fouiller la vie de Muriel et ils décident d'examiner les comptes de la famille. On va s'apercevoir qu'elle dépense de l'argent, Serge Leluyer, chroniqueur judiciaire à Ouest France. qu'elle s'est endettée horriblement,
qu'elle sait plus comment faire face à ses dettes. Le loyer n'avait pas été payé pendant presque 18 mois. Il y avait un arrêté d'expulsion. Elle ment tout le temps, elle ment à son mari, elle ment à ses gosses, elle ment tout le temps. Muriel Couret, elle a plus du tout cet aspect de l'épouse inquiète, bouleversée. Là, franchement, l'image d'un mère de famille impeccable commence sérieusement à se fondir. Muriel a fait son choix. Elle préfère cette vie de fête et de dépenses avec son amant plutôt que celle de femme au foyer avec son mari. Elle ne veut plus de Lionel, mais voilà, elle a besoin de son argent. Un mobile se dessine. Il y avait des disputes, tout tourne autour des questions d'argent et d'éducation des enfants. Stéphane Cantero, substitut général. Et à partir de là, au cours des disputes, des menaces de divorce de part et d'autre fusent. Et à partir de là, la dégradation s'accélère vraiment. Les enquêteurs creusent ce mobile et ils s'aperçoivent que Muriel déteste son mari, à tel point qu'elle regrette que Lionel n'ait pas été tué lors de l'agression. Et c'est la jeune Alizée qui surprend un soir cette incroyable confession de sa mère. Ma mère et Patrice sont de plus en plus proches. J'entends des phrases, des conversations depuis quelques mois. Ça devient difficile en fait d'entendre toutes ces phrases, comme quoi ma mère me dit qu'elle aurait préféré que mon père y reste, alors que c'est censé être son mari, qu'elle est censée avoir très mal vécu l'agression elle aussi. Muriel aurait donc préféré que Lionel meure au cours de l'agression. Et ça n'est pas le seul aveu que surprend Alizée. Sa mère et son amant évoquent entre eux les puissants somnifères trouvés dans le sang de Lionel. Alizée me dit qu'elle avait entendu une conversation entre sa mère et M. Pluot. Et M. Pluot lui disait à sa mère, tu as qu'à lui donner ça, tu verras, ça se passera bien. Ce sont des médicaments qui vont ensuite être administrés à Lionel, la victime. Alizée réalise que sa mère et Patrice, son amant, seraient peut-être les personnes qui en veulent à Lionel depuis des mois. Et elle commence à avoir peur de sa propre mère sous son propre toit. Elle aura peur en fait, Alizée. Elle se sent en danger avec Muriel Couret à ce moment-là. Elle commence à reconstituer ce puzzle et se rendre compte que c'est très certainement sa mère, avec l'aide de son amant et du petit ami d'Alizée à l'époque, que cette agression a eu lieu. Je lui dis, écoute Alizée, si tu sais des choses, si tu connais des choses, il faut le dire à la gendarmerie, parce que je dis, un jour ça se découvrira et ça peut se retourner à ce moment-là contre toi. Tout se bouscule dans sa tête. Elle se retrouve face à un cruel dilemme. Ne rien dire, et c'est Lionel qu'elle met en danger par son silence, ou parler aux gendarmes, ce qui revient à dénoncer sa propre mère. La jeune fille vit un cauchemar, et la mort dans l'âme, elle prend sa décision. Elle va se rendre compte qu'il faut qu'elle aille à la gendarmerie faire part de ses doutes et de ses soupçons auprès des gendarmes. Tout bascule le 17 avril 2012. Ce jour-là, Alizée se rend à la gendarmerie et fait part de tous ses doutes. Avec ce témoignage et les indices qu'ils ont accumulés, les enquêteurs passent à la vitesse supérieure. Le lendemain, ils interpellent Muriel Couret et c'est un point de non-retour. Quelle que soit l'issue de l'enquête, dans la famille, plus rien ne sera comme avant. Muriel, mais aussi Patrice, son amant, et le jeune Jean-Sébastien sont placés en garde à vue à la gendarmerie de Vannes. C'est un épisode clé de l'affaire qui commence. Les enquêteurs sont persuadés qu'ils ont voulu tuer Lionel. Mais encore faut-il le démontrer. Et ils n'ont aucune preuve matérielle. L'interrogatoire de Muriel commence et les gendarmes sont perplexes car ils ont du mal à cerner sa véritable personnalité. C'est un personnage, on va le découvrir. Philippe Billot, avocat d'Alizée Le Clavier. Un personnage intelligent, mesquin, capable de subjuguer ses interlocuteurs. Muriel Couret, elle a un pouvoir de persuasion. Géraldine Pitel, avocate de la partie civile. Sur les personnes en général et sur les personnes qui lui sont proches. Je ne vois pas cette personnalité qui réfléchit. Éric Lemonnier, avocat de Muriel Couret.
Je ne vois pas quelqu'un d'aussi calculateur que ça. Les gendarmes vont malgré tout écouter ce qu'elle va leur dire, mais avec la plus grande prudence. Dès le début de la garde à vue, ils jouent d'emblée leur atout-maître. Cet atout-maître, c'est le témoignage d'Alizée, accablant pour sa mère. Et là, surprise, moins d'une heure après son interpellation, Muriel Couret passe aux aveux. Muriel Couret va reconnaître sa participation. Elle va même s'instituer comme commanditaire. C'est elle qui commande un crime. Mais les gendarmes se méfient. Que cachent ces aveux un peu trop spontanés ? Pour le savoir, ils vont devoir détricoter l'incroyable machination qu'elle a imaginée pour se débarrasser de son mari. Car ce qu'elle raconte aux enquêteurs est digne d'un roman policier. D'abord, elle a convaincu son amant Patrice d'entrer dans son plan meurtrier. Monsieur Pluot, lui, essentiellement, c'est l'amour. Il est vraiment fou amoureux de Muriel Couret. Il fait déjà, au bout d'un mois, des projets de mariage. Ce sera la stratégie de défense de Patrice, un amour aveugle. Mais pas totalement, car s'il accepte de jouer les complices, il refuse d'être le meurtrier. Muriel est coincée, elle n'arrive pas à recruter un assassin, un bad boy. Elle va devoir improviser et trouver un amateur, ce qui va fragiliser son plan. Elle précisera qu'elle a dû faire appel, puisque les bad boys n'avaient pas fourni son équipage meurtrier. Elle précisera qu'elle a donc fait appel à Jean-Sébastien Thomas, qui le confirmera. Muriel Couret a reconnu que c'est elle qui lui avait demandé de le faire et avait promis l'argent. Jean-Sébastien Thomas avait été commandité pour une somme de 50 000 €. Le jeune Jean-Sébastien craque pour l'argent. Mais Muriel, trop contente d'avoir son homme de main, ne s'est pas posé la question de savoir s'il était capable de tuer son costaud de mari. Elle est déjà passée à l'étape suivante, organiser le guet-apens. Depuis plusieurs jours, Muriel Couret avait, avec son compagnon, Jean-Sébastien Thomas, repéré les lieux, vérifié les endroits où les voitures ne circulaient pas et ainsi planté le décor du crime. Jean-Sébastien Thomas a choisi ce lieu parce que c'est un chemin isolé. Alexandra Nokovic, avocate de Jean-Sébastien Thomas. Qui est très peu fréquenté et finalement, il n'y a pas de risque de rencontrer quelqu'un. La nuit de l'agression, tout est en place. Muriel entre en scène avec Jean-Sébastien, il crève son pneu, puis part se cacher dans les taillis. Quelques minutes plus tard, Lionel arrive sur place et tombe dans la gueule du loup. Mais là, rien ne se passe comme prévu. Jean-Sébastien saute sur Lionel, sauf que, dans la bagarre, il n'arrive pas à prendre le dessus et à achever sa victime. Jean-Sébastien Thomas, au moment où il assène ses coups et fait front à la réaction de Lionel Fleury, ne s'attend absolument pas à cette force de la nature qui a une carrure quand même assez imposante, qui est un homme assez grand et qui va littéralement se rebeller. C'est le grain de sable. Conséquence, Jean-Sébastien Thomas s'enfuit, Lionel est vivant, Muriel panique, son guet-apens a échoué, elle n'a désormais qu'une seule obsession, ne pas se faire prendre. Heureusement pour elle, la suite du plan fonctionne. Patrice, son amant, fait disparaître les indices qui auraient pu révéler le complot. Monsieur Thomas, lui, s'est retiré. Stéphane Cantero, substitut général. Est allé plus loin, a appelé Patrice Pluot, qui, comme convenu, est venu le chercher avec son véhicule. Il a su le conseiller, après les faits, de prendre ce couteau, après l'avoir demandé à Jean-Sébastien Thomas en lui disant « on va se débarrasser de cette arme », de la jeter par la fenêtre. Faire disparaître ses vêtements, de se laver pour faire disparaître le sang.
Avec une telle machination qui maquillait le crime en agression isolée, Muriel espérait que la vérité n'éclaterait jamais. Mais alors, les gendarmes, toujours aussi méfiants, se demandent pourquoi elle a avoué. Et ils vont vite comprendre où elle veut en venir. Tout va se jouer sur le mobile. Un deuxième coup de théâtre survient. Muriel essaie de se faire passer pour une victime. Et elle met en cause son mari, Lionel. Ma mère me dit que ça va pas avec mon père, que leur couple ne va pas en réalité. Alizée Leclavier, fille de Muriel Courret. Ma mère me fait comprendre que mon père est violent avec elle. Muriel Courret va dire dans un premier temps que si elle a fait ça, c'est parce qu'elle était victime de violences conjugales. Lionel Fleury, qui serait violent, qui la rabaisserait, qui la traiterait finalement presque comme une moins que rien. Ça a été en réaction par rapport à ce qu'elle subissait qu'elle a imaginé un projet complètement fou, qui l'a complètement dépassé et qu'elle regrette beaucoup. Des violences conjugales, véritable mobile ou ultime manipulation? Il faudra attendre le procès pour savoir si les affirmations de Muriel sont fondées. En revanche, les gendarmes ripostent et vont lui opposer une autre thèse. Ils ont beaucoup étudié les comptes de la famille et pour eux, le mobile inavoué de la tentative d'assassinat, c'est la fortune de Lionel. Lionel Fleury avait souscrit une assurance dont le montant en cas de décès, Philippe Billot, avocat d'Alizée Leclavier. en cas de disparition brutale, pouvait être de près d'1 million d'euros. Et les motifs de cet assassinat, c'est le divorce. Divorcer pour elle, c'est un peu perdre ce qui faisait son identité à l'époque, une insertion sociale, le fait d'être la femme de Monsieur Fleury avec une aisance sociale, une aisance financière, donc la question de l'argent, effectivement. Alors, quels sont les vrais motifs de la tentative d'assassinat? Si ce sont des violences conjugales, Muriel peut espérer des circonstances atténuantes. Si c'est l'argent, elle devra craindre des circonstances aggravantes. Comment va trancher la justice? Les assises vont connaître quelques rebondissements. Car, en première instance, Muriel est condamnée à 20 ans de prison pour tentative d'assassinat. Jean-Sébastien écope de 12 ans de réclusion criminelle pour le même motif. Et enfin, Patrice, l'amant, est envoyé 10 ans derrière les barreaux pour complicité. Mais le parquet fait appel. Il veut aggraver certaines peines. Tout est remis en cause. Pour Muriel, c'est son ultime chance d'essayer de convaincre la justice qu'elle est aussi une victime dans cette affaire. C'est donc le 12 mai 2017 que tout va se jouer au tribunal de Rennes. Alizée n'en peut plus d'attendre le dénouement de cette tragédie. Dans la salle d'audience, tout le monde se prépare au dernier round de l'affaire. Lionel, le miraculé, est préoccupé. Il craint que sa femme ne le salisse en le faisant passer pour un mari violent. Mais il peut compter sur l'avocat général, Stéphane Cantero, qui fourbit ses arguments. L'audience est ouverte, vous pouvez vous asseoir. Le procès commence et il se déroule mal pour Muriel. Son mobile est balayé. La cour ne retient pas les violences conjugales. Toutes les peines sont confirmées. Cette fois, l'affaire Fleury est bien terminée. L'heure du soulagement pour Jean-Pierre et pour son fils Lionel. Le verdict est le même qu'aux assises de Vannes. C'est tout ce que j'attendais. Lionel Fleury, la victime. Voilà, donc la justice, là, elle est rendue. Ouais. Beaucoup d'émotions et puis un vide. Et puis, voilà, ça me redonne de la niaque pour démarrer dans la ville. Je revis, là. Je revis. Voilà. Et je vais revivre. Et puis là, j'attends qu'une seule chose, c'est de retrouver mes enfants. Mais c'est la fin. La fin d'un long combat aussi pour Jean-Pierre, le premier qui a cru à la culpabilité de Muriel et qui n'a jamais laissé tomber cette piste. J'ai passé bientôt
6 ans sur cette affaire et à chercher jour et nuit quelquefois des informations pour les donner aux gendarmes. Jean-Pierre Fleury, père de Lionel. Et donc je suis content de pouvoir classer ça. Et je pense qu'on va repartir avec mon fils Lionel et toute la famille sur une nouvelle voie. Et je pense que c'est une coupure définitive ce soir sur cette affaire. Un immense gâchis, et pour Muriel, le choc de la sentence. La première fois où elle a entendu 20 ans, il y avait une espèce d'impression de néant. Éric Lemonnier, avocat de Muriel Courret. 20 ans, c'est inimaginable, on ne se projette pas à 20 ans, et elle ne se projetait pas. 40 ans plus 20, ça fait 60 ans. Il n'y a plus de vie. Il n'y a rien qui explique ce qu'elle a fait. Alizée Leclavier, fille de Muriel Courret. Et rien qui peut faire que je lui pardonne sur ce qu'elle a pu faire. Une affaire hors norme dont personne n'est vraiment ressorti indemne. Vous venez d'écouter Chronique criminelle. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre des étoiles, à commenter ou à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée. Et retrouvez dès la semaine prochaine un nouvel épisode de Chronique criminelle.